Nous entrons maintenant dans une nouvelle branche sur le cladogramme animal ou l'arbre de vie. Cette première branche ici, allant vers les protostomes, nous conduit à ce grand clade connu sous le nom des lophotrochozoaires. La principale adaptation évolutive qui a créé cette ramification dans la lignée animale est l'évolution du mésoderme. Comme vous vous en souvenez, les animaux que nous avons vus jusqu'à présent sont soit sédentaires ou ne peuvent pas se déplacer beaucoup ou sont dépendants de l'utilisation des forces externes comme les courants dans l'eau. Et ils sont principalement des filtreurs qui comptent sur le courant pour transporter la nourriture jusqu'à eux. Mais ensuite vient l'évolution du mésoderme. Et le mésoderme conduit au développement de quelque chose qui change complètement le monde animal, les muscles. Les muscles permettent aux organismes d'être beaucoup plus actifs. Avec l'avantage des muscles, les animaux ne sont plus dépendants des caprices des courants pour leur apporter leur nourriture. Avec le développement du mésoderme, on peut voir en fait l'évolution des premiers animaux prédateurs actifs. Ceci, c'est parce qu'une des conséquences du mésoderme, c'est la présence des muscles. Et un animal qui possède ceux-ci peut se déplacer de façon beaucoup plus activement et efficacement à la recherche de ses proies. Avant ceci, le plan corporel de base, c'était juste les deux couches embryonnaires de ectoderme et de endoderme qui entourent une solution gélatineuse, comme on avait vu chez les méduses et les polypes, par exemple. Et maintenant, avec le développement du mésoderme, qui est l'évolution de la troisième couche embryonnaire, ça donne naissance aux muscles et aux organes. Ceci, ça a des implications très importantes pour l'évolution des animaux parce que ça permet pour la première fois des animaux à être très actifs et de se déplacer de façon coordonnée et avec une directionnalité. Pour faire contraste avec les animaux plus sessiles qu'on a vus à date, pour lesquels les intrants arrivent de toutes les directions également. Si on parle des sources alimentaires, des partenaires sexuels, la pression par des prédateurs, ils viennent de toutes les directions également dans un radius de 360 degrés autour d'eux. Ce qui signifie que la forme de corps la plus optimale pour ce type d'organisme sédentaire, comme cet anémone de mer, est une symétrie radiale, dans laquelle il y a un rayon autour de l'axe de la bouche à l'autre extrémité que nous appelons l'axe oral-aboral. En revanche, l'une des conséquences de la mobilité est que tout d'un coup, il y a une directionnalité à la vie. Et cette directionnalité a des implications, qu'il y a un chemin en allant et un chemin de retour. Et dans ce processus, il est préférable d'avoir vos organes de sens à l'avant, dans le sens du voyage, afin de pouvoir plus efficacement lire l'environnement qui vient vers eux. Prenez ces poissons clowns par exemple. Contrairement à des créatures sédentaires que vous voyez en dessous d'eux sur ce récif corallien, les organes sensoriels de ces poissons clowns sont concentrés dans une région de leur corps, leur tête, que ce soit pour les aider à chercher des partenaires ou de la nourriture, ou pour éviter de devenir la nourriture pour une autre créature, comme ce requin, qui a aussi une formidable batterie d'organes sensoriels situés juste au bon endroit pour l'aider efficacement à lire son environnement. Ce processus évolutif d'avoir les organes sensoriels concentrés dans la tête est connu sous le nom de la céphalisation. Une autre conséquence que cela aurait est dans la symétrie de l'ensemble du corps. Au lieu d'avoir une symétrie radiale comme cet anémone de mer, tout d'un coup, il y a une symétrie bilatérale, avec un côté gauche et un côté droit, et un côté en avant et un côté en arrière que nous appelons antérieur et postérieur. Le côté faisant face au sol est maintenant le côté ventral, et le côté tourné vers l'air est le côté dorsal. Donc maintenant, nous avons des animaux symétriques bilatéraux beaucoup plus actifs avec une tête
qui peut chercher et interagir activement avec leur environnement. Donc, une des conséquences d'être un animal bilatéral est qu'il peut se déplacer et chercher de la nourriture et des partenaires de manière beaucoup plus efficace. Mais il y a aussi des défis à ce changement évolutif, surtout en ce qui concerne la satisfaction des besoins avec ce nouveau style de vie. Le mouvement requiert plus d'énergie et il doit donc y avoir des adaptations dans les systèmes animaux pour permettre l'accès à cette plus grande quantité d'énergie qui serait nécessaire pour supporter des niveaux d'activité plus élevés. Un exemple de ceci est le développement des ramifications dans l'appareil digestif, lui permettant d'être plus efficace pour extraire les nutriments et l'énergie de l'alimentation afin de mieux supporter ce mode de vie actif. Une autre conséquence de l'activité est qu'elle requiert une plus grande sensibilité en termes de système nerveux pour permettre à une créature de coordonner les mouvements et de réagir aux stimulants de l'environnement. Donc, cela nécessiterait un système nerveux beaucoup plus raffiné et des organes sensoriels bien développés. Parce que la diffusion est limitée dans ces animaux plus grands et plus épais, ils doivent aussi développer des moyens par lesquels de délivrer des substances d'un point A au point B, car la diffusion est beaucoup plus lente lorsqu'elle doit passer à travers des zones épaisses de tissu. En tant que vous vous souvenez de cette relation inverse avec la distance à parcourir selon la loi de Fick. Une autre conséquence d'être des animaux bilatéraux plus actifs qui ont du succès à atteindre plus de nourriture est une nécessité pour avoir une digestion plus efficace. Ainsi, des animaux ayant un corps plus grand et charnu de muscles ont un avantage évolutif qui peut avoir contribué au succès de ces animaux plus développés au cours de l'évolution. Les avantages d'être un animal plus grand sont, premièrement, que lorsque les ressources sont limitées, comme ici dans l'Arctique, ils peuvent concurrencer d'autres animaux, tout comme cet ours polaire est capable de déplacer les plus petits animaux et avoir un meilleur accès aux nutriments, au habitat par exemple. Deuxièmement, d'une manière générale, les plus gros animaux, comme ces éléphants, ont une meilleure protection contre des prédateurs. Parce que les prédateurs ont une tendance à avoir plus de facilité à attraper des proies plus petites. Donc, les grandes proies ont un extra degré de protection juste en raison de leur taille. Troisièmement, les grands animaux ont tendance à produire plus de descendants, et que cette progéniture plus nombreuse aura un avantage sélectif et adaptatif au cours de l'évolution. Donc, ce n'est pas trivial, cette évolution du mésoderme, parce que les conséquences de la musculature, des organes, de la céphalisation, des hauts niveaux d'activité et le développement d'une plus grande taille du corps ont vraiment déclenché une radiation évolutive et la production de nombreux nouveaux organismes qui tirent avantage d'avoir ce corps triploblastique. Donc, regardons juste quelques adaptations qui ont permis ce mode de vie actif, d'abord et surtout chez les vers plats. Le phylum Platyhelminth comprend des vers plats herbivores qui nagent dans des environnements marins ou d'eau douce en collectant des petits éléments de nourriture, soit des bactéries ou des matières organiques en suspension dans l'eau. Et il va le faire avec une bouche ouverte à travers un pharynx musclé qui peut se rétracter et collecter sa nourriture. Une fois que la nourriture est introduite dans le corps, il y a une cavité digestive hautement ramifiée avec l'effet d'augmenter la surface à l'intérieur et de favoriser la diffusion des aliments prédigérés qui commenceraient la digestion dans cette cavité digestive grâce à la sécrétion d'enzymes et d'acides digestifs.
Donc, ici, nous verrons une forme d'un exemple d'une adaptation qui favorise l'efficacité digestive afin de soutenir les plus grands besoins énergétiques et nutritifs de ces nouveaux animaux plus épais et plus actifs. Être plus actif implique également d'avoir un système nerveux plus développé que celui des animaux plus simples que nous avons vus auparavant, qui n'avaient pas de cordon nerveux, mais plutôt des réseaux nerveux simples. Ici, pour la première fois, nous voyons l'évolution des cordons nerveux le long du corps pour être capable de coordonner les mouvements musculaires et d'une manière beaucoup plus contrôlée, permettant un mouvement actif efficace. Nous voyons aussi qu'il y a certaines ramifications du système nerveux qui mènent à des organes sensoriels dans la tête nouvellement évolués. La tête dans la région antérieure possède ici deux ocelles qui sont sensibles à la lumière, ce qui leur permet de suivre les sources de lumière. Ils ne sont pas nécessairement capables de visualiser les objets en détail, mais ils permettent au ver plat de détecter des variations de luminosité. Donc, ils savent par exemple quand ils se rapprochent de la surface de l'eau ou plus près du fond. Ils ont aussi des organes sensoriels sur les lobes sur le côté de leur tête, appelés des auricules, qui ont des capacités chimio-sensorielles et tactiles ou mécanosensorielles. Et cela signifie qu'ils peuvent essentiellement sentir et toucher, ce qui leur permet de lire leur environnement plus efficacement et de rechercher de la nourriture et des compagnons en particulier. De nombreux vers plats sont marins, auquel cas la concentration en sel dans leur corps est plus ou moins équivalente à celle de l'eau salée qui les entoure. Mais ce n'est pas le cas pour les variétés dans l'eau douce, qui seront hypertoniques à l'eau qui les entoure, car elles ont une plus grande concentration de sel et autres solutés dans leur corps par rapport à l'eau douce extérieure. Cela entraîne un problème d'osmorégulation, dans lequel ils doivent adapter des moyens pour conserver leur sel et éviter l'afflux d'eau qui serait la conséquence naturelle par diffusion osmotique de l'eau dans le corps et des sels sortant vers l'extérieur. Chez ces vers plats d'eau douce, nous voyons l'évolution d'un système osmotique, qui est une série de conduits à l'intérieur du corps qui extrait l'eau accumulée dans les tissus à partir du milieu environnant. Afin de les concentrer dans ces canaux et de pomper activement cette eau vers l'extérieur, ce qui leur permet de maintenir l'homéostasie et l'équilibre approprié de l'eau à la fois dans et hors de l'organisme. Ces structures sont connues sous le nom de protonéphridies, que nous allons reconnaître si nous pensons à l'étymologie. Proto, c'est être comme les premiers néphrons ou une indication que c'est comme le tout premier rein primitif qui a évolué chez les animaux et qui a une fonction très similaire comme il le fait chez les animaux supérieurs comme nous, telle la régulation de l'eau et des sels par le rein dans le corps de l'organisme. Comme la plupart des animaux inférieurs, les vers plats sont toujours capables d'entreprendre une reproduction asexuée par des processus tels la fission binaire ou la division en deux bourgeons qui deviendront des individus séparés. Mais il y a aussi la possibilité de la reproduction sexuée. Les vers plats sont aussi des organismes hermaphrodites ou monoïques, ce qui signifie qu'ils possèdent des organes sexuels mâles et femelles. Afin d'éviter l'autofécondation et de favoriser la fertilisation croisée, la maturation sexuelle se produit généralement de manière protendre, ce qui signifie que les organes mâles sont généralement prêts pour la reproduction d'abord, puis les organes femelles se développent ensuite. Plus loin sur l'échelle de l'évolution, les descendants de ces vers plats ont commencé à sécréter des substances sur la surface dorsale, qui mèneraient éventuellement à une coquille protectrice en calcium.
Et c'est essentiellement le modèle de base pour le plan corporel des mollusques, l'un des groupes d'animaux les plus réussis, avec une diversité de près de 100 000 espèces. L'évolution des mollusques est une réussite en termes de biodiversité, en grande partie grâce à certaines des adaptations importantes qu'ils ont apportées sur la scène de l'évolution. Comme mentionné, il y a cette protection dorsale. Ils ont aussi évolué des organes d'échange de gaz connus sous le nom des branchies ou des ténidies qui augmentent l'efficacité de l'extraction de l'oxygène de l'eau, par exemple. Et, très important, il y a l'évolution d'un dispositif de grattage dans la bouche, connu sous le nom d'un radula. La radula est essentiellement comme une lime à gratter qui est capable d'enlever la matière organique d'un substrat. Et donc important, nous notons que c'est le premier organisme dans l'histoire de l'évolution animale qui a la capacité de retirer des aliments d'une surface qui n'était pas déjà en vrac dans l'environnement. Ce qui signifie que l'animal mollusque n'est pas dépendant pour sa survie de la nourriture qui se présente à lui. Et donc cela a clairement ouvert un certain nombre de niches écologiques qui ont permis aux mollusques de se diversifier et de s'adapter avec succès en étant capables d'exploiter des options nutritionnelles dans l'environnement de manière beaucoup plus efficace. Donc, quand nous pensons aux mollusques, nous pouvons penser au groupe le plus diversifié des gastropodes, dont le nom essentiellement signifie un estomac sur le pied. Si nous regardons l'anatomie interne, ça aura du sens, étant donné que tous les organes internes sont repliés les uns sur les autres comme une adaptation pour rentrer dans cette coquille enroulée. Et tout cela repose sur un grand pied musculaire qui utilise le mucus pour se frayer un chemin à travers la surface. Donc, nous voyons effectivement des augmentations dans l'efficacité digestive des mollusques en raison du fait qu'ils ingèrent de plus grosses particules de nourriture en raison de la capacité de grattage de la radula. Nous verrons donc qu'il y a eu l'évolution de diverses glandes salivaires ou de glandes enzymatiques dans le système digestif qui vont promouvoir la digestion extracellulaire, et donc augmentant encore plus la décomposition des particules alimentaires avant qu'ils ne soient absorbés dans les tissus. De même que des grandes glandes digestives qui sont situées autour de l'estomac, afin de promouvoir davantage cette digestion extracellulaire et de maximiser la décomposition et l'extraction des nutriments et de l'énergie de ce nouveau régime de grosses particules. Parmi les mollusques, il y a un petit groupe qui n'est pas très important en termes de biodiversité, mais qui ont des caractéristiques exceptionnellement intéressantes sur le plan de l'évolution. Nous parlons des céphalopodes, qui incluent les pieuvres, les calmars, la seiche et le nautile. Les céphalopodes sont des prédateurs extrêmement actifs. Donc, le pied musculaire a été modifié en une série d'appendices qui agissent comme des tentacules et des bras qui peuvent saisir, manipuler et déchirer leur proie à l'aide des ventouses et des crochets tout au long. Parce qu'ils sont de redoutables prédateurs, nous constatons qu'il existe un nombre d'adaptations qui favorisent une augmentation beaucoup plus importante du niveau d'activité et l'énergie et les nutriments dont ils ont besoin pour satisfaire ce mode de vie extrêmement actif. Tout d'abord, nous notons le système circulatoire, où le sang est pompé à travers. Il est équipé de plusieurs cœurs. Il y a un cœur systémique qui pompe le sang à travers le système du corps, et il y a 2 cœurs branchiaux qui pompent le sang à travers les branchies. Ceci agit pour augmenter le flux de sang à travers les branchies, ce qui maintient un gradient de concentration élevé, permettant une diffusion maximale de l'oxygène dans le sang,
ce qui alimente l'animal avec de grandes quantités d'oxygène pour supporter l'activité énergétique. De plus, ces pieuvres et d'autres céphalopodes ont besoin d'un système nerveux très bien développé afin de permettre une gestion minutieuse et hautement coordonnée de leurs activités de chasse. On constate donc que le système nerveux chez les céphalopodes est l'un des mieux développés parmi les animaux invertébrés. Les céphalopodes, en fait, ont un cerveau de taille raisonnable, ce qui est une grande rareté pour les invertébrés. Les ramifications de leurs fibres nerveuses sont très bien développées dans les bras pour permettre un contrôle très coordonné de ces mouvements. Mais aussi les organes des sens sont très bien développés, en particulier les yeux des céphalopodes. En fait, l'œil du céphalopode est l'œil animal le mieux développé en dehors des vertébrés. Il est analogue à notre œil et fonctionne essentiellement de la même manière, bien qu'il ait évolué indépendamment à travers des lignées évolutives différentes. Donc, l'œil du céphalopode est essentiellement comme le nôtre, dans lequel la lumière entre à travers une cornée de protection et est réfractée à travers une lentille, focalisant la lumière sur une surface rétinulaire à l'arrière, où les pigments vont capter les stimuli lumineux et les transmettre le long du nerf optique jusqu'au cerveau. Maintenant, cela signifie bien sûr que les céphalopodes ont une très bonne vision, et ils sont capables d'utiliser cette vision et ce sens important à leur avantage quand ils chassent dans des conditions de faible luminosité au fond de l'océan. Le prochain groupe d'animaux dans notre clade des lophotrochozoaires sont les annélides. Cela inclut les vers de terre et les sangsues. Une adaptation qui est clairement vue chez les annélides est celle de la segmentation, qui en biologie est connue sous le nom de la métamérisation, dans laquelle le corps est segmenté en un certain nombre d'unités répétées, connues sous le nom des métamères. Et cela confère un nombre énorme d'avantages à ces organismes. Tout d'abord, nous noterons que ces vers de terre et les autres annélides en général sont des vrais coelomates. Ce signifie qu'ils ont un véritable cœlome intégré directement dans le mésoderme, entouré des muscles de tous les côtés et séparé d'un segment à l'autre par des petites cloisons ou septes à l'intérieur. Un avantage d'avoir un corps segmenté, c'est que ça permet une plus grande flexibilité de mouvement. Comme par exemple, ça permet d'isoler une partie du corps comparé à une autre, qui fait en sorte que les organes et les tissus ne deviennent pas pliés puis écrasés chaque fois qu'il y a un mouvement dans le corps avoisinant. Un autre avantage d'avoir un corps segmenté, c'est que ça permet d'isoler les contractions musculaires dans une partie du corps comparé à une autre, qui aide à l'efficacité de la locomotion. Comme par exemple avec ce sangsue ici, qui est en train de prendre une balade à la recherche de sa prochaine victime. Pour aider à illustrer ce concept, je vais utiliser ce ballon. Alors, par exemple, qu'est-ce que vous pensez qui arriverait si j'induis des forces musculaires sur ce côté du corps de l'animal non segmenté? On voit en fait que ces forces musculaires sont envoyées jusqu'à l'autre bout et donc ils ne sont pas très efficaces à isoler des forces musculaires dans un côté du corps chez des organismes non segmentés. Maintenant qu'on a notre animal proprement segmenté, on peut faire la même chose et voir ce qui se passe. On va induire des forces musculaires dans ce segment ici, puis on remarque que les forces restent isolées dans le segment elles-mêmes et ne sont pas répandues à travers l'organisme au complet. Comme ça, les forces musculaires sont plus isolées et ça rend les mouvements plus efficaces pour l'animal. L'effet de la métamérisation sur les mouvements du corps chez les vers de terre leur permet d'entreprendre une forme très particulière de locomotion ou de déplacement
que l'on appelle la locomotion péristaltique, où ils peuvent alterner des contractions des muscles longitudinaux et radiaux. Cela va provoquer le corps à se bomber et s'étirer, et se bomber et d'étirer des différentes parties de l'animal, ce qui lui permet de ramper son chemin sur le sol ou de se frayer un chemin dans un trou. En utilisant les petits poils fins ou seta qu'il a sur le côté de son corps pour s'ancrer pendant qu'il est en quelque sorte de se tortiller ses boules écrasées et s'allonger les segments vers le bas dans le sol. Maintenant, bien sûr, de la même manière, pour tout mouvement coordonné, il faudra un système nerveux bien développé. Et chez les animaux segmentés métamériques, comme Frédéric ici, il y a un cordon nerveux ventral, tout le long du corps, qui a des extensions qui s'élèvent et se ramifient afin d'innerver tous les différents muscles, organes et choses le long du chemin. Mais nous avons noté aussi que ce cordon nerveux ventral est aussi segmenté avec des ganglions. Des ganglions sont des masses de cellules nerveuses, un peu comme des mini-cerveaux, mais pas assez gros pour être un cerveau à lui tout seul. Donc, on peut interpréter ça comme c'est comme avoir un tout petit cerveau à chaque segment le long du corps des annélides. Il y a un autre degré de répétition dans ces segments, y compris en ce qui concerne l'osmorégulation et l'excrétion, dans lequel nous avons une autre adaptation des protonéphridies en métanéphridie, c'est-à-dire après le premier néphron dans lequel le fluide qui circule dans la cavité du cœlome est filtré à travers une série de tubes afin d'extraire les déchets digestifs qui seraient toxiques pour l'organisme et de les excréter vers l'extérieur, tout en maintenant un équilibre de la bonne homéostasie de l'eau et des sels dans le système. Nous savons aussi qu'il y a une répétition de chacune de ces unités le long du corps dans chaque segment. Et cette répétition permet aussi une certaine quantité de redondance, où si un segment ne fonctionne pas si bien, d'autres segments peuvent prendre le relais. De plus, comme tous les pêcheurs à la ligne l'ont noté dans le passé, les vers de terre sont largement capables de régénérer des parties du corps lorsque certaines parties ont été coupées. Et ceci, c'est parce qu'ils ont de multiples copies de toutes les unités à l'intérieur. Donc, si je tranche cette lame à travers notre Frédéric ici, de perdre un ou deux segments pourrait ne pas être aussi catastrophique que tout ça pour lui. Heureusement pour Frédéric, la mutualisation n'est pas couverte dans son contrat. En termes d'échange gazeux chez les annélides, ils ont une peau très fine et vivent dans des environnements aquatiques ou humides. Donc, leur principale source d'échange gazeux est juste la diffusion passive à travers la peau. Afin de faciliter ceci, cependant, il y a un système circulatoire qui a une série de cœurs qui pompent le sang à travers des vaisseaux, mais que ces vaisseaux sont reliés du côté dorsal et ventral via un nombre de capillaires sur l'intérieur. Maintenant, les capillaires sont de très petites formes de vaisseaux circulatoires qui, en raison de leur petite taille, augmentent la surface par rapport au volume et favorisent un haut degré de diffusion. Donc ici, ce que nous voyons, c'est qu'il y a une adaptation évolutive dans le système circulatoire pour favoriser la diffusion pour la respiration et le développement de capillaires dans un site auquel il y a un haut degré de transfert de gaz, au niveau de la peau dans ces organismes particuliers. C'est l'une des raisons pour lesquelles ils ont besoin de rester dans des environnements humides, parce que si leur peau était pour s'assécher, l'échange de gaz s'arrêterait et ils suffoqueraient. Donc, en conclusion, le développement du mésoderme entraîne un grand nombre de conséquences. Donc, en conclusion, le développement du mésoderme entraîne un très grand nombre de conséquences pour l'évolution des animaux. Surtout, on peut pointer vers le développement de la tête ou la concentration des organes sensoriels.
Aussi, la présence des muscles qui permettent aux animaux d'être plus actifs, plus grands, ce qui entraîne le besoin des systèmes à l'intérieur pour satisfaire leurs besoins de ces corps plus épais et plus actifs. Et donc, après avoir écouté cet épisode, si vous avez besoin de vous lever puis dégourdir les jambes, vous pouvez remercier l'évolution du mésoderme. Mais si vous gardez des sangsues dans votre chambre étudiant, n'oubliez pas de mettre un couvercle sur le récipient parce que ces gars font du bon usage de leur mésoderme et ils aiment le sang.